Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence. Et si vous voulez en savoir plus sur cette définition, c'est simple, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, dans ce podcast, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire et d'émotions. Pour ce 4e épisode, j'ai proposé à Anaïs, maman de 3 enfants, Malia, Zachary et Ismaël, voyageuse aguerrie et surtout très engagée pour une meilleure répartition de la charge mentale, de nous parler de son expérience. J'avais découvert son blog, Parisienne à Vore, grâce à une amie qui la suivait sur les réseaux sociaux. Anaïs m'avait touchée dans le cœur avec un post consacré au congé paternité et à cette foutue répartition des tâches qui incombe toujours plus à la mère et qui, pour moi, participe parfois à la très mauvaise expérience que ressentent les femmes en début de maternité, c'est-à-dire au moment de la matrescence. La charge mentale touche, selon une grande étude menée par Ipsos, parue en 2018, 8 femmes sur 10. Chercheur au CNRS, Jean-Claude Kaufmann, qui a conduit cette enquête, explique, je cite, « Les femmes vivent les mêmes pressions que les hommes, mais le terme de charge mentale renvoie chez elles à quelque chose d'autre. C'est-à-dire le fait de devoir penser à 1000 choses à la fois pour la famille, de prévoir, d'organiser l'essentiel de ce qui se passe dans la maison. Tout cela en pensant bien sûr à leur travail. C'est la thématique bien connue de la double journée. Bien que le terme soit assez nouveau, il a immédiatement connu un succès d'audience auprès des Français, car il est cristallisateur d'une condition féminine qui désigne un problème central, même s'il est mal identifié et mal compris par leur propre conjoint, puisque 61% des hommes n'ont pas conscience de la charge mentale domestique des femmes selon cette étude. Alors je vais continuer la citation et le paragraphe dans lequel il intervient. Ouvrez les guillemets, ce décalage d'implication dans le quotidien explique notamment que 62% des femmes souhaiteraient que les choses changent, 15% d'entre elles n'en pouvant plus, tandis qu'une femme sur 2 désirerait que son compagnon propose de lui-même un changement. À l'extrême opposé, 7 hommes sur 10 ne souhaiteraient pas que cela change. Alors c'est un vrai paradoxe quand 87% des hommes interrogés se déclarent prêts à s'impliquer davantage au quotidien pour soulager leur moitié. On referme les guillemets. Alors comment inverser la tendance ? Anaïs répond avec beaucoup de franchise. Bonne écoute, à 2, ce serait peut-être mieux pour cet épisode. Je dis ça. Anaïs, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On te connaît mieux sous le nom de Parisienne à Vore. Est-ce que je l'ai bien dit déjà ? C'est très bien dit, exactement ça. Parce que des fois, tu sais, tu lis les pseudos des gens, mais tu t'es fait un nom dans ta tête qui n'a rien à voir avec comment ça se dit. Alors, on est dans la matrescence et forcément, je pose toujours cette question au début du podcast. Est-ce que déjà tu connais ce mot, la matrescence ? Non, je connais pas du tout. Alors j'ai lu ce que tu en as dit, donc maintenant je vois à peu près, mais je connaissais pas du tout ce mot. Et est-ce que ça t'évoque quelque chose de connu pour toi ? Moi le changement d'identité clairement, c'est-à-dire que dès les premiers jours à la maternité où j'ai eu ma fille, bon déjà il y a avec la baisse d'hormones, etc. Je pense qu'il y a toutes les femmes ont un espèce de flip comme ça, en gros une angoisse qui monte. Et moi je me souviens très bien, c'est là où en fait c'est le moment où j'ai vraiment pris conscience. Et je me souviens, j'ai pleuré et j'étais toute seule et j'ai appelé mon mec et je lui ai dit
mais tu te rends compte, en fait, c'est pour toute notre vie, l'enfant, quoi. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça a fait à la fois naître quelque part une autre partie de moi-même, en fait. Et à la fois, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui s'est éteint, et ça, c'est un peu, en fait, l'insouciance que j'avais jusqu'alors, et je me suis dit maintenant je vais être responsable d'un être toute ma vie. Et c'est vrai que ça a fait naître quelque part, même si pour moi une identité elle est toujours en mouvement tout au long de notre vie, mais dès lors que j'ai été mère, c'est vrai que pourtant je me définis pas comme mère uniquement, etc. Mais ça a fait naître d'autres facettes, en tout cas, de ma personnalité, ça c'est sûr. En gros, on explique que dans le concept de la matrescence, il y a la naissance d'un enfant, mais il y a aussi la naissance d'une mère. Et c'est pour ça que je dis aussi par extension du père, parce que forcément, eux aussi deviennent parents. Et que dans ce concept, on parle pas assez de ce que c'est de devenir mère. Et à quel point c'est un grand bouleversement. Je disais, t'as 3 enfants. Est-ce que ce concept de matrescence, il a été différent en fonction des enfants que t'as eus aussi? Bah, en fait, c'est vrai que c'est bête à dire, mais comme on dit, chaque grossesse, chaque accouchement est différent. Et en fait, avec chaque enfant que j'ai eu, un nouveau challenge est arrivé. Et du coup, j'ai dû aussi travailler sur moi, sur différents points à chaque fois, en fait. Du coup, la première, bah, c'est déjà le challenge de tout parent, devenir parent, l'organisation, se dire bah maintenant il y a quelqu'un qui passe avant moi, et le second c'est encore d'autres questionnements, et puis aussi c'est par rapport, je pense, à la petite fille qu'on a été, en fait, aussi, et notre situation, si on était en fratrie, etc. Moi ça m'a du coup à chaque naissance posé vraiment d'autres questions. Et puis aussi, il y a les conditions de la naissance, puisque mon dernier enfant est né prématuré. Et là, ça a encore été un autre bouleversement, quoi. Et ben ouais, justement, c'est ça que je me demandais, parce que tu viens d'en parler, que ton dernier, il est né préma. Ça doit être, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais quand on a connu 2 grossesses qui se sont déroulées normalement, enfin 2 accouchements, comment est-ce qu'on vit ce bouleversement? En fait, justement, c'est une autre expérience un peu c'est-à-dire que on la vit pas. En fait, on survit, c'est-à-dire que j'étais un peu dans la survie, et pour le bébé et pour moi, puisque du coup c'était j'ai fait une prééclampsie sévère. Du coup, c'est un des risques majeurs de mortalité maternelle lors d'une grossesse. Et du coup, j'étais comme on dit parfois quand on fait face à des épreuves, en pilote automatique. C'est-à-dire que déjà, je faisais ce qu'il fallait faire, ce qu'on me disait de faire. J'essayais d'encaisser les nouvelles, parce qu'en gros, voilà, j'étais à peine 7 mois de grossesse, et je fais mon écho et on me dit allez tout de suite aux urgences. Je rentre aux urgences, on me dit vous sortez plus. Là, vous êtes en prééclampsie sévère, alors que j'avais eu 2 grossesses. Et je savais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de prééclampsie, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'avais mes enfants seuls, et du coup j'étais pas en train de réfléchir comment je vais gérer ça, etc. J'étais vraiment en pilote automatique, et ça pendant 1 mois et demi, en fait. À partir du moment où il a eu 6 semaines, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, je suis restée 2 semaines à l'hôpital, où jour et nuit, en fait, ils pouvaient extraire le bébé, comme ils disent, à n'importe quel moment, si le rythme cardiaque décélérait. Et puis après, en fait, il a été hospitalisé 5 semaines, et c'est pareil, c'est-à-dire que c'est une expérience. Enfin, moi, je savais pas du tout, en ayant accouché 2 fois, en ayant été dans des maternités, qu'il y a des gens juste à côté qui vivaient ça. La néonate, c'est vraiment un lieu
enfin moi en tant que mère, je savais pas du tout que ça existait, je savais pas comment c'était, et en fait on n'y pense jamais finalement jusqu'à ou pas que ça nous arrive. Je pense qu'on n'y pense pas trop, mais c'est vraiment une expérience qui a été tout à fait différente déjà de rentrer de la maternité sans son bébé. C'est même si Dieu merci c'est sans son bébé et le bébé était vivant, mais quand même c'est quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile. Ton rapport avec ton dernier, c'est Ismaël, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il est différent du fait qu'il est né prématuré, que tu l'as pas eu avec toi dans les premières semaines? Ouais, j'entends toujours, oui, les enfants, moi, mes enfants, je les aime pareil. Et moi, en fait, je peux pas dire ça. C'est-à-dire que, mais même avec mes deux premiers, je le ressentais pas comme ça. C'est-à-dire que je les aime pour des choses bien différentes. Comme je les apprécie pour certains points, ils m'énervent chacun pour d'autres points. Et aussi, j'ai un comportement différent en fait envers chacun d'eux, et ça c'est parce que je suis humaine, et du coup est-ce que l'amour c'est quantifiable? Je pense pas du tout. Du coup oui, est-ce que ça se copie voilà, exactement. Donc je sais pas quantifier, mais en tout cas c'est pas pareil mon rapport avec c'est bête, mais là aujourd'hui Ismaël il va avoir 8 mois bon je l'ai mis il est quelques jours à la crèche, mais Zachary mon deuxième enfant il est rentré à 2 mois et demi. Malia elle est rentrée à 6 mois parce qu'on a eu une place à la crèche qu'aux 6 mois. Et sincèrement, les 6 mois, je les avais très mal vécus de rester à la maison avec elle. Alors que là, j'ai jamais rien dit, en fait, parce que j'ai l'impression vraiment je me sens très chanceuse, même si je me sentais chanceuse d'être mère. Mais là, je me suis sentie, en fait, tout simplement chanceuse qu'il soit en vie. Donc, ça met effectivement un autre rapport entre nous deux. Surtout qu'en fait cet enfant, on l'attendait pas en fait, c'est une surprise. Et du coup c'est bête, mais après ça fait partie des choses irrationnelles qu'on commande pas. Mais quand j'ai su qu'il m'était arrivé ça, la première chose qui me traversait l'esprit, c'est je le voulais pas, et voilà, le ciel me tombe sur la tête et en fait il va mourir. Ah oui, tu t'es culpabilisée d'avoir eu cette pensée-là. Je me suis dit, j'ai réfléchi à avorter en début de grossesse, et voilà, le ciel a choisi pour moi, et il va mourir en fait. Ouais, donc après c'est des choses assez irrationnelles, mais surtout quand on est enceinte et avec, enfin moi j'ai toujours eu ça enceinte, d'avoir des angoisses qui me paraissent maintenant assez bêtes presque, mais que je pouvais pas du tout commander alors. Et quand tu dis qu'avec Malia, les 6 premiers mois, c'était difficile, pourquoi est-ce que c'était difficile? Parce que tu t'es sentie seule ou tu t'ennuyais? En fait, j'aime bien être dans l'action, j'aime bien voir des gens, etc. Oui, pour ceux qui te suivent sur Instagram peuvent témoigner que tu es entourée. Et en fait, j'étais comme, je pense, la plupart des nullipares, c'est-à-dire, j'arrive à la maternité, moi j'écoute ce qu'on me dit de faire et je le fais. Et on m'avait dit, voilà, le premier mois, c'est bien de ne pas sortir du tout. Et puis après, vraiment pas aller dans des lieux où il y a du monde, etc. Et du coup, surtout que j'avais accouché en hiver. Et moi, j'avais écouté ce qu'on m'avait dit. Heureusement, mon conjoint avait pris 1 mois de congé, et il l'a toujours fait pour chacun de nos enfants. Mais dès lors qu'il est rentré en fait au boulot, j'ai senti une solitude d'une part, et un ennui en fait. Donc et ça c'est tabou encore, on ne dit pas trop, mais moi ce truc là d'être dans une position de rester à la maison avec un petit bébé, de me dire que du coup en fait ça te force à te mettre dans une situation de mère au foyer que t'as pas du tout choisi en fait. C'est-à-dire
on se dit c'est elle qui est à la maison, s'il y a des choses, si c'est le bordel, c'est un peu de ma faute, donc c'est à moi un peu de ranger, etc. Et moi cette condition, je me suis dit mais j'ai pas choisi ça, de rester ici 6 mois, et c'est là où d'ailleurs j'ai commencé, ça a aussi développé chez moi des notions féministes que j'avais pas du tout. C'est-à-dire que je me suis dit mais en fait c'est fou que les pères ne puissent pas d'une part prendre un congé, et ça leur est pas même proposé en fait, et que par contre ça soit même pas un choix pour les femmes d'autre part, quoi. Donc, c'est marrant parce que j'allais te poser une question un peu plus tard sur le fait que tu parles beaucoup de féminisme sur ton blog notamment, et je trouve génial parce que tu donnes par exemple les livres qu'on peut lire pour les enfants, et c'est trop important. Et ma question c'était, est-ce que ça a changé quelque chose en toi de devenir mère par rapport au féminisme? Et en fait oui, complètement alors. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'avant j'avais pas du tout pour moi, enfin, j'avais pas du tout la mesure des inégalités qu'il y avait, parce que je pense qu'en finalement, c'est pas autant entre femmes et hommes qu'il y a des inégalités que entre mère et homme, ou alors même entre mère et femme, non mère en fait. C'est-à-dire que c'est quand on a des enfants que cette fameuse charge mentale va naître, parce que quand on n'est que deux, chacun range ses chaussettes, et limite si chacun veut faire à manger dans son coin, c'est possible. Mais dès lors qu'il y a une autre personne qui n'est pas autonome, il y a une autre répartition des tâches qui souvent va être au profit du père, et la mère va devoir en gros prendre cette charge mentale. Et ça, je me rendais pas du tout compte quand j'étais juste femme non maman, je m'étais pas du tout rendu compte de ça. Et en fait, c'est né comme ça, c'est-à-dire que quand c'est 6 mois à la maison, je me suis dit mais c'est quoi cette inégalité? Surtout que en fait, non mais nous on n'a pas du tout de différence, on n'avait pas du tout de différence de salaire. En fait, je gagnais mieux ma vie. Donc, c'était encore plus... je gagnais mieux ma vie. Et en plus, j'avais plus d'intérêt dans mon job. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis dit, mais en fait, ça avait un sens peut-être il y a 50 ans, quand oui, tous les mecs gagnaient plus que les femmes. Quand les femmes travaillaient pas, surtout. Ouais, là, c'est certain. Mais quand les femmes ne travaillaient pas. Mais aujourd'hui, en fait, c'est totalement obsolète, ce truc-là. Pour les gens qui veulent se renseigner sur ce thème, je sais pas si tu l'as vu, il y a un super documentaire sur Netflix qui s'appelle Bref, et où on explique les inégalités hommes-femmes. Il y a même Hillary Clinton qui est dedans. C'est une actrice américaine qui fait la voix off, et la conclusion de ce documentaire, c'est de dire l'inégalité elle commence surtout au moment où on devient mère en fait. Et ça explique avec des chiffres tout ce que tu es en train de dire, c'est très intéressant. Et c'est bien ce que ton témoignage, parce que ça montre vraiment que c'est souvent charnière dans la vie en fait. C'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte de plein de choses, et pas forcément les meilleures. Et du coup, tu parles de cette charge mentale, ça se passe comment maintenant que vous avez des enfants entre ton mari et toi? C'était dur de trouver le rythme au début? Ouais, au début, en fait, c'est-à-dire que parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent t'as de la chance parce que il fait beaucoup, etc. Bon, déjà, en fait, au début, j'ai détesté qu'on me dise ça parce que pour moi, c'est totalement normal. Après, je me suis dit bon, effectivement, j'ai de la chance dans le sens où il y en a pas beaucoup qui le font, quoi, et c'est bien dommage. Mais aussi, ce que je dis, c'est que ça s'est pas fait comme ça, hein, parce qu'il y a personne qui a des privilèges de fait, parce que c'est la société qui en a décidé comme ça, et qui va dire non, attends, je vais passer la serpillière, je vais faire la vaisselle, je vais ranger, etc. C'est pas ça n'existe pas. Mais moi, si on me dit tu n'as rien à faire parce qu'il y a quelqu'un qui va le faire, je vais pas dire non, attends, on va faire la vaisselle. Non, c'est humain, franchement. C'est humain, c'est vrai, c'est humain. Et du coup, je dis non, en fait, dès que j'ai compris, mais en fait, mais alors là, sans me demander mon avis,
on m'a cantonnée dans un rôle de je reste à la maison et du coup je vais me taper les chaussettes par terre, etc. Et je me suis dit en fait non. Et dès que j'ai pris conscience de ça, parce que du coup le premier mois il était avec moi, et dès lors j'ai dit non mais en fait tout va être chacun son tour. Et on le faisait déjà un petit peu même avant d'être parents, pour les repas, pour certaines choses, où je disais voilà c'est chacun son tour. Et en fait c'est con parce qu'il y a plein de copines qui me disent ouais mais du coup c'est quand même militaire, chacun son tour, etc. Mais quand c'est pas chacun son tour, il y en a obligatoirement un qui se fait avoir. C'est ça la vérité. Au fur et à mesure, on va faire un peu plus, et puis un peu plus, et puis un peu plus, et puis après on fait les trois quarts, voire tout. Et du coup, dès le début, j'avais instauré par exemple, le bain, on les fait. On le fait chacun notre tour, le bain de ma fille, comme l'habiller, etc. Les biberons, pareil, chacun notre tour. Et finalement, au fur et à mesure, parce que moi, j'avais fait des milliers de babysitting, donc évidemment, j'étais hyper à l'aise avec les bébés, bien plus que lui. Et donc, il y avait beaucoup de fois où il voulait me céder sa place. Genre, tu mets 2 minutes à l'habiller, moi, je mets 20 minutes, c'est un peu bête. Et en fait, aujourd'hui, il met le même temps que moi, parce que j'ai jamais cédé. Et va s'entraîner. Et voilà. Et en fait, aussi, après est né, en fait, le plaisir. C'est-à-dire que au début, c'était c'est intéressant. Ouais, c'est-à-dire qu'au début c'était la charge, la tâche, et après est né le plaisir. Et aujourd'hui, en fait, il aime s'en occuper des enfants. Il aime ça. C'est-à-dire, c'est même pas une question. C'est-à-dire que il aime passer du temps, mais aussi il aime faire les habiller, coiffer ma fille, et c'est pas une mince affaire, autant vous dire. Et en fait, je pense qu'il y a des pères qui font pas ça, qui le font jamais, ou alors qui le font trop rarement pour capter la notion du plaisir qu'on peut avoir dans les tâches du quotidien, en fait. Ouais, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce que combien de fois je pense qu'on entend oui mais vous avez l'instinct maternel. Alors moi j'aime bien répondre, on n'a pas un gène en plus en fait, c'est juste qu'on n'a pas le choix, on fait. Et comme tu dis au début c'est pas forcément un plaisir, c'est juste que ça devient la relation humaine, et c'est ça qui prend le pas. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis quand même que c'est toi qui as dû instaurer le planning, quand même. C'est-à-dire que c'est moi, parce que c'est moi qui reste à la maison. Donc dès le départ, et moi c'est pour ça que de ta position. En fait, ce truc-là de congé maternité, après qu'il y a un congé parce que t'as accouché et que c'était dur, ça c'est, pour moi, c'est tout autre. C'est-à-dire que c'est un congé comme un arrêt convalescence. Ouais, c'est de la convalescence. Voilà. Ça c'est un arrêt maladie, quoi. C'est normal, voilà. Mais après, dans la phase d'après, et d'ailleurs, comme c'est de la convalescence, il faudrait toujours qu'il y ait un aidant avec toi. Parce que autrement, si c'est pour en fait convalescence, par exemple là, Ismaël c'était une césarienne. En fait, s'il y a personne pour t'aider, tu peux rien faire, puisque t'es même pas censé porter rien du tout, même pas une bouteille d'eau. Donc et du coup après, pour le coup, c'est vrai que cette position de femme à la maison, elle instaure des réflexes pour les deux. Qui font que la charge mentale va être sur la femme, c'est-à-dire qu'on va se dire c'est elle à la maison, elle a pris les réflexes avec le petit, donc de fait évidemment le petit va être plus attaché à la mère, puisque c'est elle qui l'a vu pendant 2, 3, 4, 6 mois, donc évidemment. Et du coup aussi c'est là que je pense que naissent les croyances un peu de ils préfèrent leur maman, il y a l'instinct maternel. C'est juste qu'en fait on passe 6 mois avec eux, donc évidemment au bout d'un moment on s'est changé une couche, quoi. Oui, et puis on sait calmer les pleurs, et parce qu'on a passé du temps et qu'on connaît l'être humain qui est en face de nous, parce que c'est une notion importante, de connaître les bébés. Et ça, c'est pas en passant 5 minutes et en faisant un sourire qu'on connaît un bébé. Ça, on est tous d'accord. Ouais, exactement. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de pères qui disent non, elle sait mieux, elle est plus à l'aise, ou il est mieux avec elle. Non, c'est juste qu'en fait, elle l'a apprivoisé juste par le temps passé, en fait.
Ah non, mais c'est très intéressant comme sujet parce que en fait toi tu prônes un peu le modèle des pays nordiques où la femme elle a forcément, je crois, c'est 2 mois minimum, 2 ou 3 mois pour se remettre de l'accouchement notamment et du postpartum tout court et ensuite les parents ils ont une année entière enfin ils ont du coup le 9 mois à se partager entre Ouais, père et moi mère. franchement je trouve ça vraiment bien, et même je dirais plus, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça serait à se partager, mais ça serait bien qu'il y ait quand même un minimum pour chacun des deux. Je crois qu'eux, ils ont un minimum à Ouais, prendre de chacun de 3 mois. Et après, comme ça, tu peux prendre à 2 jusqu'à 6 mois ensemble ouais, pour décider qui veut ouais, rester avec voilà. l'enfant. Et Donc, puis c'est aussi, il y a un forcément... truc hyper important, c'est que moi j'ai réfléchi comme ça, juste à titre personnel, comment ce serait dans le meilleur des cas. Et je trouve que ce qui serait hyper intéressant, c'est que le père, il reste en fait lui seul avec l'enfant. C'est-à-dire, non, mais pas forcément les deux en même temps, mais parce que en fait, ça apporte, Pour se rendre compte de ce se que rendre c'est. compte, mais même ça apporte une relation complètement différente en fait, d'être seul avec quelqu'un. Comme quand par exemple il y a des parents séparés et on dit au papa c'est bien parfois d'être seul avec votre enfant et pas d'être avec quelqu'un d'autre. En fait, ça permet de créer une relation à deux en fait qui est bien spécifique. Ouais, qui est primordial aussi pour le développement Ouais. de l'enfant. Du coup, je trouve ça. En tout cas, ouais, pour moi. Tu vas rédiger un projet, c'est ça, un projet de loi, et on va, Non, on va faire une mais je pense pétition que là, ça va bouger. Enfin, franchement, j'espère que ça va bouger. Déjà, en fait, bon, évidemment, les gens n'en ont pas trop parlé, mais il y a quelques mois, il y a eu un allongement du congé paternité pour les papas, ouais, les papas d'enfants préma. Donc, parce que là, c'est vrai que c'est une galère parce qu'il faut être à l'hôpital, et quand il y a d'autres enfants, ben, il y a personne pour les garder. Et puis aussi dans quelques boîtes privées, il y a des gens qui réfléchissent de plus en plus parce que ça fait partie d'un quelque part, même pas d'un avantage, mais de la lutte entre guillemets pour l'égalité homme-femme. Ça passe par là presque en premier lieu. Et du coup, je crois chez Chanel, ils donnent par exemple autant de congés paternité que de congés maternité, quoi. Mais c'est un très bon exemple que tu donnes. Il y a un livre qui s'appelle En avant toutes. Je sais pas si tu l'as lu, de Sheryl Sandberg. Non. Je le conseillerais vraiment, si vous avez le temps en écoutant ce podcast, allez lire ce livre parce que elle explique que elle travaille chez Facebook, c'est la numéro 2 de Facebook, et que la seule manière de réduire l'inégalité homme-femme, c'est de proposer un congé parental à égalité entre un homme et une femme. C'est-à-dire que comme ça, quand tu recrutes une personne, peu importe, homme ou femme, tu sais qu'à un moment dans leur vie, ils vont devoir partir en congé maternité ou paternité du même temps, et que du coup, forcément, tu te poses pas la question en disant « Ouais, mais c'est une femme, elle va partir, je l'embauche pas ». Et je crois que tu as mis le doigt un peu sur une des solutions qui serait pour et arrêter l'inégalité et la charge mentale, la répartir. Ouais. Moi, je pense que que de toute manière, c'est un cercle vertueux, donc il faut bien partir de quelque part pour que, oui, on se dise plus ça, et du coup, qu'il y ait des femmes qui parviennent à des postes plus élevés, puis qu'il y ait l'égalité des salaires. Et je pense que c'est un bon moyen de commencer le cercle vertueux, c'est le congé paternité allongé. Eh ben, on espère. On enregistre en mars 2019. On espère que si dans un an vous écoutez ce podcast, on sera plus d'actualité, qu'il y aura d'autres choses. J'ai voulu t'interviewer dans ce podcast parce que je trouve que ce qui est très intéressant sur ton compte Instagram et ton blog notamment, c'est que pour tous ceux qui te suivent savent, tu es une fanat de bouffe, de nourriture, et que tu voyages beaucoup. Et je sais que c'est une angoisse très forte des parents de se dire comment je fais pour voyager avec des enfants. Alors tu en as 3, et j'ai l'impression que tu pars quasiment 2 fois par mois. Tu prends l'avion en tout cas, ou tu pars loin. Ça t'est venu avec les enfants, ou t'as adapté ta passion même en ayant des enfants? Ouais, en fait, j'ai toujours aimé voyager, et du coup, je m'étais dit que je voyagerais avec mes enfants, et en fait, ça me faisait presque plus rêver parce qu'en voyageant même seule, quand j'étais jeune en Amérique du Sud, je rencontrais des familles, et pour moi, mais c'était carrément, je me projetais
dans un combi avec ma famille, ça me faisait vraiment rêver. Donc ouais, dès que j'ai eu mes enfants, enfin jamais je me suis dit, en tout cas, je vais arrêter. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent oui mais bon, ça sert à rien de voyager avec des enfants, ils s'en souviendront pas? Alors, en fait, bon, pour moi déjà la question se pose pas parce que je partirai pas sans mes enfants. Enfin, je partirai en week-end, etc. Je partirai pas avec sans mes enfants. Je veux dire, pardon, je partirai pas sans mes enfants. Mais en plus, alors ça, moi, de toute manière, dès qu'on me dit ça, je trouve ça vraiment un peu bête parce que je me dis mais et les câlins que tu donnes, est-ce qu'il s'en souvient? Est-ce qu'il se souvient de la musique que tu lui as mise? Est-ce qu'il se souvient que tu lui as plutôt donné le sein ou le biberon? Enfin, je veux dire, et bon, j'ai pas du tout allaité, donc je dis ça, mais en fait, je veux dire, ils se souviennent de rien, on le sait bien, avant, grosso modo 3 ans, ils se souviennent de rien. Bah, en fait, ils se souviennent, mais c'est dans la mémoire profonde qui détermine d'autres choses. Mais dire, il y a pas ils peuvent pas dire, ah ouais, je sais quand on a fait ça. Voilà, et ça, pour un voyage, effectivement, il n'y a pas de souvenir. Ouais, qu'on est allé à Rome, non. Mais, moi, c'est plutôt, un état d'esprit que j'essaie de transmettre. D'une part, quelque chose de bête, mais que je fais même au quotidien et à Paris, c'est-à-dire de leur faire rencontrer le plus de monde pour que finalement ils soient ouverts aux gens et aux gens différents. Et puis, en fait, il y a aussi l'adaptabilité. Alors, c'est drôle parce que là, on entend plutôt, oui, il faut créer des routines et c'est hyper important. On en a parce que même quand on veut pas en avoir, il y en a qui se créent de fait. Surtout avec des enfants parce que voilà, il y a le bain, il y a le machin et du coup, ça crée des routines. Mais aussi, de manière plus importante, moi, ce que j'essaie de transmettre, c'est la flexibilité, l'adaptabilité. Et du coup, même d'ailleurs, quand on voyage, c'est jamais des voyages en club ou des séjours, c'est souvent des voyages itinérants. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils adorent ça. Ils sont beaucoup plus adaptables que nous, en fait, finalement. Et c'est pourtant toujours des questions que j'ai, c'est comment tu fais avec le rythme pour pas leur casser leur rythme, etc. Alors que j'ai l'impression que justement ils adorent sortir de leur routine, même s'il y a des éléments qu'on garde en partant en voyage, style on va prendre le livre préféré de mon fils, on va prendre le doudou pour qu'il ait un repère, mais autrement, j'ai l'impression, dès qu'on dort autre part que chez nous, ils adorent ça. Dès qu'on prend un moyen de transport, que ça soit l'avion, le train, on a pris un train de nuit pour aller en Italie au premier de l'an. En fait, ça, ils aiment beaucoup. Et puis même maintenant, apprendre à dire bonjour, merci dans une autre langue. Donc, j'ai l'impression que c'est pas du tout un élément perturbant pour eux. Perturbateur. Ouais. En fait, je pense que les gens, comme on le sait tous, la question du sommeil, c'est quelque chose de tellement difficile dans les premières années qu'un enfant. Je pense qu'ils ont aussi peur de casser peut-être quelque chose qu'ils ont l'impression est acquis en décalant les siestes, en décalant l'heure du coucher, non? C'est peut-être ça qui... Toi, ça, ça fonctionne parce que comment? souvent quand j'ai des questions, c'est ça. C'est oui, comment tu fais même quand toute la journée vous sortez pour la sieste, par exemple. Et en fait, comme c'est vrai qu'on a instauré ça depuis qu'ils sont tout petits, même avec Ismaël, genre souvent toute une journée. En fait, il a l'habitude, c'est vrai, de pouvoir dormir dans sa poussette et sans problème. Même ça le berce et il dort très bien. Du coup, on fait en fait pas, enfin comment dire, on s'adapte pas forcément à leur rythme, mais ce qu'on leur a appris, c'est à s'adapter aux nôtres finalement quelque part, même si on leur donne les moyens. C'est-à-dire, on part avec et un porte-bébé et une poussette à chaque fois, puisque oui. C'est-à-dire que tu les empêches pas non plus de pouvoir tranquillement avoir leur sieste. Donc Ismaël, qui a 7 mois, il est en porte-bébé sur moi et du coup il dort très très bien 2 heures l'après-midi.
et Zachary qui a 24 mois, donc qui vient d'avoir 2 ans, il fait sa sieste dans la poussette, et en fait ça se passe très bien. Alors oui, peut-être qu'il dorme un peu plus tard, il se lève un peu plus tôt. Il y a quelques fois où il va se réveiller un peu la nuit, Zachary, en se disant mais je suis où et se réveiller, mais pas plus que chez nous à Paris. Ouais, et puis bon, ce que tu expliques bien, c'est des vacances et des week-ends. Quand il y a l'école, le rythme est différent, bien sûr, forcément. Donc c'est une pause, une parenthèse aussi dont eux ils ont sûrement conscience d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que ça les excite quelque part. Ouais, oui. Et maintenant ma fille, elle qui a 5 ans, donc maintenant elle a vraiment conscience des choses. Elle est hyper excitée à l'idée de partir. Elle me dit toujours c'est quand les vacances, on part où, c'est quel pays, et on mange quoi dans ce pays. Par contre, t'as la pression maintenant, parce qu'il va falloir. Ouais, c'est ça, j'ai super la pression, mais en fait, après c'était vraiment un pas après l'autre. C'est-à-dire que on n'est pas parti la première fois quand j'ai eu ma fille. Franchement, j'avais très envie, mais j'avais peur aussi. Évidemment, j'avais peur. J'avais peur de bon, alors le lit parapluie, comment ça se passe? Est-ce que je vais réussir à le déplier? Est-ce qu'elle va bien dormir? Est-ce qu'il y aura la place? Est-ce que ça va pas être dégueu par terre pour le lit parapluie qui est presque à même le sol, etc. Alors que maintenant, en fait, si je suis capable, là j'ai regardé pour faire un road trip jusqu'en Turquie en voiture. Donc, je veux dire, c'est un pas après l'autre. Au début, on a fait un petit week-end, et puis après, on est parti un peu plus loin, etc. En voyant, que finalement, non, ça se passe bien. Alors, on va un peu plus loin, ça se passe bien, etc. Ouais, alors, oui, tu as bien dit. Tu as 5 ans d'expérience, finalement. Donc, voilà. C'est clair qu'il faut pas faire le grand, faut pas. Si, ça dépend de chacun. Mais quand on est angoissé, vaut mieux y aller petit à petit et tenter le coup parce que, en fait, il y a que à gagner. Ouais, exactement. Et puis, en fait, moi, par contre, et ça, je le conseille dès que j'ai une amie qui veut recevoir des conseils, parce que c'est un truc chiant quand on est enceinte et quand on a un petit bébé, c'est de recevoir des conseils qu'on ne demande pas, c'est de sortir le plus vite possible. Parce que ça y a fait dans les 6 mois avec Malia, c'est le fait qu'on m'ait dit non mais il vaut mieux pas sortir, les microbes, tout ça. Et du coup ça m'a vraiment, enfin j'ai pas fait du tout de dépression postpartum, mais je pense que l'enfermement chez soi, c'est ça qui peut créer, enfin en tout cas, je pense que ça peut favoriser les baby blues, etc. Parce que et en fait c'est l'isolement. Oui. Ouais, l'isolement. Et du coup, et puis l'isolement, mais en plus chez soi, ça a quelque chose en huis clos, quoi, fermé. Parce que moi, là même quand je sors, mais finalement seule, déjà de sortir, enfin, c'est bête, mais ça apporte quelque chose finalement. Et du coup, ce que je disais, c'est que ces sorties, c'est déjà un premier pas vers un voyage. Parce que on sort un peu plus, au début 1 heure, après 2 heures, après 3 heures, après on ose changer le bébé dans la poussette, après on ose... On devient des experts à trouver une façon de... Quand il n'y a pas de table à manger, parce qu'il n'y en a pas, faut le dire, dans les restos. Et du coup, en fait, quand je sors une journée complète, de 9h à 18h, en réalité, quand ils étaient tout petits, c'est déjà un petit voyage. Parce que finalement, à part ça, là, une fois que tu l'as changé, qu'il a mangé 1 fois dehors, 2 fois dehors, et qu'il a dormi dehors dans sa poussette ou dans son bébé, un voyage, c'est une succession de ça, en fait, pour un bébé. Hein. Ni plus. C'est vrai. Et à Paris, tu peux en faire des voyages. Mais bon, après, c'est aussi chaque femme, en fonction de son accouchement aussi, de se reposer. Mais c'est vrai que l'isolement, ça crée quand même des sentiments très négatifs et c'est pas la solution. Donc toi, t'as trouvé la solution via aller dans les restos, c'est ça, manger. Et c'est pareil, je sais le nombre de parents qui se posent la question comment je fais avec des enfants dans un resto parce que rien n'est adapté en France, faut être assez honnête. C'est quoi tes astuces? Tu fais comment avec eux? Alors quand Naël, en fait, jusqu'à présent, à Paris aussi, on a le problème du métro.
voilà déjà. Du coup, je le prenais beaucoup en porte-bébé parce que franchement, il faut être très 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 courageux pour prendre le métro en poussette. Et puis autrement, il y a le bus, mais parfois il y a des distances où ça c'est vraiment impressionnant. Ça prend 5 fois plus de temps de faire un trajet en bus qu'en métro. Du coup, je le prends en porte-bébé. Et ce que je fais, c'est que je prends toujours une écharpe, mais je parle d'une écharpe à moi, hein, une écharpe d'adulte, de femme, et je l'accroche en fait. Je l'attache sur moi, donc il mange. Enfin, il mange pas d'ailleurs, mais il est assis devant moi. Donc la plupart du temps, encore jusqu'à aujourd'hui, mais là je pense que ça va changer parce qu'on passe à une autre étape où vraiment il touche à tout. Mais oui, c'est en fonction de l'âge du bébé. Ouais. Avant 9 mois, avant 8-9 mois, on peut faire comme ça du coup. Ouais, moi franchement, je fais comme ça. Après c'est voilà, j'ai l'habitude, donc ça aide beaucoup, mais j'ai fait beaucoup comme ça. En fait plutôt mon conseil de base, c'est que c'est pas grave s'il pleure le bébé au resto. Hein. Enfin, je veux dire, parce que quand je pense Ismaël avait 3 mois, j'avais une amie qui avait un bébé du même âge et je lui ai proposé un déjeuner, elle m'a dit bah non et tout, il pleure beaucoup. J'ai dit non mais c'est bon, hein, s'il pleure c'est pas grave. Au pire si t'es mal à l'aise on va partir, mais tu vas pas ne pas y aller parce que il risque de pleurer. Et en fait il a même pas pleuré son bébé. C'est-à-dire, il a même pas pleuré de tout le repas, il a rien dit, il dormait. Et je me suis dit, en fait, on se crée aussi beaucoup de craintes, alors que, en fait, c'est qu'un bébé. C'est pas comme si on emmène. Je vais pas me faire des amis, mais je veux dire, c'est pas comme si on emmène son chien au resto et qui pousse des cris. C'est un enfant. Donc, je sais que en France, et spécialement à Paris, je sais pas si c'est culturel, mais on a l'impression que pas avec son enfant, quoi. On sort pas avec son bébé. Le bébé, ça reste avec la babysitter. Et là, justement, en voyageant, je me suis rendu compte que il y a plein de pays où c'est pas du tout le cas. Là, on était en Pologne et il y a et dans n'importe quel resto, il y a un coin bébé et il y a des chaises hautes dans tous les restos en fait. Et du coup, je me dis en fait là c'est un cercle vicieux. On n'emmène pas nos bébés, on n'emmène pas nos enfants. Du coup, en fait, les restaurateurs ne mettent pas de chaises hautes, ne mettent pas de table à manger et n'achètent pas 3 pauvres coloriages pour donner aux enfants en fait. Non mais c'est vrai. Alors que je pense que s'ils voyaient plus d'enfants venir, s'il y avait plus de parents en train de demander c'est dommage, vous devriez mettre une chaise haute et on viendrait bien plus souvent. Je pense que ça changerait les choses. Mais parce que les fast-food malheureusement dans un sens, eux ont compris. Ouais, parce que, c'est ce que je disais. Mais en fait, on dit toujours oui, l'éducation par le goût, c'est hyper important que ça soit dès le plus jeune âge. Et il y a il y a une planquée de chefs qui font oui, il faut faire manger dès le plus jeune âge des bonnes choses aux bébés, aux enfants. Et en fait, dans leur resto, il y a ni chaise haute, ni table à manger, et il y a pas de menu enfant. Et si c'est un menu enfant, c'est toujours steak frites, quoi. Donc je trouve que non, franchement, c'est vraiment désolant parce qu'on est la capitale quand même de la gastronomie. Et je me dis, il y a aucun effort qui est fait par les restaurateurs, et c'est bien dommage. À part quelques-uns qui font vraiment beaucoup d'efforts et qui par exemple proposent tous les plats en version mini. Donc oui, parce que faut le dire, les enfants ils mangent 3 bouchées. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire qu'au moins tu peux dire à ta fille, ils ont la même expérience culinaire que toi. Exactement. Quoi. Donc et ça c'est vraiment cool parce que bon, steak frites. Après oui, il y a beaucoup d'enfants qui sont difficiles, etc. Mais c'est les cantonner au steak frites, je pense que ça les rendra pas moins difficiles, quoi. Donc voilà. Et en tout cas, ouais, moi je pense que aussi c'est une habitude à prendre pour eux. Et Zachary qui est plutôt turbulent, en fait, maintenant qu'il a l'habitude d'aller au resto, il sait que au resto c'est un endroit où on doit un peu se tenir et manger, rester. Qu'il y a des règles. Voilà, qu'il y a des règles. Et c'est parce qu'on y allait souvent
Et c'est parce que on y est allé beaucoup qu'il a ça. Effectivement, la première fois, il sautait partout, mais au fil du temps, maintenant, il est habitué. Après, on a une espèce de petite pochette avec des crayons qu'on prend tout le temps, avec un carnet où il dessine, et puis à chaque fois on emporte 5 Playmobil. Et déjà, ça permet quand même de les faire patienter avant et après le repas. Ben, j'espère que les gens ou les nouveaux parents ou futurs parents, avec tout ce que tu as dit, ne s'empêcheront plus de sortir, parce que c'est vrai que quand on devient parent, c'est un peu la problématique. Après, bon, le soir, c'est un autre défi, mais au moins pendant les congés parentaux, pendant les week-ends, en fait, c'est juste toi, ton envie, c'est de les exposer au monde, c'est ça? Ouais, voilà, exactement. Je pense que je pense que quelque part je leur offre quelque chose en faisant ça, c'est-à-dire leur montrer le monde, et par la bouffe, et par le voyage, et par les gens aussi surtout, et finalement au bout du compte, pour les rendre tolérants, je pense. Oui, et ça passe aussi par la nourriture. Ouais. Et par l'apprentissage de la charge mentale. Ouais, c'est ça. Dès le plus jeune âge. Merci beaucoup Anaïs, je trouve que c'est hyper complet. Je mettrai tous les liens vers ton blog, parce que tu as beaucoup d'articles pour les gens qui habitent à Paris notamment, ou en banlieue, qui veulent sortir avec leurs enfants, parce que c'est génial le catalogue que tu as réussi à faire de tout ce qu'on peut faire avec des enfants, et surtout ne pas se priver. Désolée pour les provinciaux, mais au moins ça vous aura peut-être encouragé à le faire. Et j'espère sincèrement, Anaïs, que dans un an, ce dont on a parlé sur la charge mentale, les congés, en tout cas pour les pères, ce sera obsolète, ce qu'on vient de dire, et que on sera dans une nouvelle phase. J'espère beaucoup, même si moi je crois que j'ai fermé boutique, là je n'en ferai pas de 4e, mais pour les autres, j'espère. Écoute, c'est enregistré, hein, on en reparlera dans plusieurs années. Merci beaucoup, très bonne journée à toi. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à laisser vos commentaires que je lis avec attention. Alors, le livre que j'évoque dans l'épisode s'appelle « En avant toute » de Sheryl Sandberg, la numéro 2 de Facebook, vous l'avez compris. Mais c'est aussi elle qui a créé la fondation leanin.org. Il y en a une en France et elle aide les femmes à se positionner, notamment dans le monde de l'entreprise. Alors, je voulais prendre 2 minutes pour vous en parler, parce que c'est un livre que je recommande à toutes mes copines. Alors, comme pour la matrescence, ce livre m'a permis de mettre un mot sur ce que je ressentais dans le monde de l'entreprise. En fait, elle y donne beaucoup d'études réalisées dans le monde du travail sur la perception du travail au féminin. Elle y parle maternité, ambition, valeurs, chamboulement. Et pour moi, ce livre, il est important lorsqu'on est une femme, parce qu'il encourage à ne surtout pas baisser les bras, et elle a raison. D'ailleurs, vous pouvez aussi trouver 10 mini-épisodes consacrés aux règles du jeu dans l'entreprise quand on est une femme, sur le podcast Génération XX, que j'aime vraiment beaucoup, et j'ai trouvé que le format était très intéressant pour donner des clés, parce qu'on parle de charge mentale, on parle de différences de salaire dans plein de choses, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi notre positionnement dans l'entreprise qui va avec en tant que femme. Désolée messieurs, mais là je parle d'un sujet qui touche les femmes, sur ce podcast. Et puis évidemment, foncez sur le blog Parisienne Avor, c'est rempli de pépites pour s'échapper avec ses enfants, pour aller dans des endroits ultra cool, pour voyager avec ses enfants, pour lire des livres féministes à ses enfants, j'insiste, c'est hyper important. Et pour juste se dire qu'on peut kiffer quand on a des enfants, et oui, on vit différemment, mais on peut quand même vivre. Voilà, à très vite pour un prochain épisode, et surtout, vive la matrescence.